En taille, on est sûrement la plus petite des compagnies aériennes puisque ça représente 49 salariés. Nous, la grosse particularité à Saint-Pierre, c'est qu'on est la seule compagnie à desservir l'île. Donc, il n'y a aucune autre activité commerciale en transport aérien que la nôtre, sauf avec ASL en partenariat l'été sur les vols sur Paris. Et l'autre particularité, c'est aussi qu'on ne fait que de la desserte internationale puisqu'on ne dessert que le Canada. Et l'autre, il y en a encore une autre qui est quand même importante, c'est plus au niveau financier, c'est qu'en fait, l'ensemble de notre activité dépend d'une DSP, ce qui est un élément non négligeable puisqu'on n'a aucune autre activité rentable. Donc, 100% de notre activité est basée à l'international sur la DSP signée avec l'État. Donc, on a une mission de service public, mais donc, ce qui fait que nos moyens sont quand même très réduits. Sinon, voilà, donc l'autre particularité aussi, c'est que on assure les missions de sécurité civile, puisqu'il n'y a aucune autre compagnie qui n'opère sur Saint-Pierre. Donc, tout ce qui est évacuation sanitaire, service d'urgence, astreinte 24/24, donc ça nous est dédié aussi. On a une partie intérile entre les îles, donc Saint-Pierre et Miquelon, que l'on effectue cette fois-ci avec un marché public et la collectivité territoriale, mais qui est basée sur le même principe. Donc, en gros, la difficulté qu'on a rencontrée pendant cette crise, principalement, c'est qu'on nous a demandé de maintenir une certaine activité tout en n'ayant plus d'activité. Donc, je précise, c'est que donc, le préfet, pour des régulations de flux, a interdit nos vols passagers sur le Canada, ce qu'on comprend très bien pour les raisons sanitaires donc, liées à toutes les mesures qui ont été prises. Mais par contre, on nous a demandé de continuer, enfin d'assurer la continuité territoriale lorsqu'il y en avait besoin. Donc, ce qu'on a fait pour le rapatriement de certaines personnes sur l'archipel, les évacuations sanitaires d'urgence sur le Canada, les soins qui relevaient d'autres pathologies, voilà. Ce qui fait que les mesures qui ont été mises en place, les mesures d'aide gouvernementale, ne se sont pas forcément retrouvées très adaptées à notre situation. Du fait que, bon, on a eu par exemple l'activité partielle, mais elle a été limitée puisqu'en fait, on nous demandait de continuer à travailler. Sauf que les recettes, eh ben, en contrepartie, ne sont pas là puisqu'on fait des vols, par exemple sur Halifax, sur le Canada, pour ramener du matériel sanitaire nécessaire à la crise, mais qu'en contrepartie, on n'a aucune recette parce qu'on ne transporte pas de passagers. Donc, on a quand même des coûts, même des coûts fixes, hein, qui sont très importants, avec zéro recette depuis maintenant 2 mois et demi. Donc, financièrement, c'est compliqué. Je ne sais pas dans quelle mesure vous voulez que je parle des problèmes ou si on revient après individuellement, puisque j'ai vu le déroulé. Bon, je n'ai pas regardé les chronomètres. Disons que moi, ce que je voulais, c'était une présentation générale comme celle que vous venez de faire brillamment. Et ensuite, les rapporteurs vous poseront des questions et vous répondrez sur la trame des rapporteurs. Je crois que ça sera plus logique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on refera des tours de table au fur et à mesure. C'est difficile hein, d'organiser une table ronde dans les conditions que nous avons actuellement. Donc, on va donc passer à Éric Coury, président du groupe GAI. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Alors, notre compagnie, mieux connue sous le nom d'Air Antilles et d'Air Guyane, est une des rares compagnies régionales et exclusivement régionales, avec bien sûr Air Saint-Pierre et Saint-Barth Commuter. Elle opère donc sur tout le bassin caribéen, d'abord dans le cadre d'obligations de service public à l'intérieur de la Guyane, sous la marque Air Guyane, et sur tout l'axe caribéen, à partir de ces 3 bases, la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, où elle dessert quasiment 25 destinations de la Caraïbe, et bien sûr les départements et collectivités d'outre-mer, entre elles, toutes les destinations en l'occurrence. Donc, en plus de desservir la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth, nous desservons également, à partir de ces départements et de ces collectivités, des pays de la Caraïbe comme Saint-Domingue, San Juan, Porto Rico, Barbade, Sainte-Lucie, la Dominique, Haïti, etc., Curaçao, Aruba, Bonaire, pour ne citer que les plus importantes. Nous transportons 500 000 passagers par an
et nous employons 300 personnes directement, et ça représente vraisemblablement 600 ou 700 si on prend en considération les sous-traitants que sont nos escales que nous sous-traitons. Alors, depuis cette situation, depuis le 20 mars, l'ensemble de notre flotte est cloué au sol. Nous avons tenté de mettre l'entreprise sous cloche. Et donc, pour vous donner une idée, nous faisons 3 à 4 vols par semaine, 3 à 4 rotations par semaine, au lieu de 400 rotations par semaine. Donc, entre 1 et 2% de l'activité est maintenue, alors même que nous supportons quasiment la totalité de nos charges fixes, comme vous pouvez l'imaginer. Et également, j'insiste, je pense que tout le monde autour de cette table et dans notre cas, nous supportons quand même, malgré le chômage technique, quasiment 50% de notre masse salariale, puisque vous le savez, nous employons essentiellement des ingénieurs à la maintenance et des pilotes, et la limitation à 3,1 SMIC au niveau du remboursement ne couvre en aucun cas les salaires comme ça l'a été présenté par le président de la République. Alors c'est 4,5, mais ça doit revenir à 3,1 me semble-t-il. Bref, nous supportons quand même 50% de notre masse salariale. Alors je vais dans le même sens que mon collègue de Air Saint-Pierre, puisque nous desservons également des OSP sur l'intérieur de la Guyane, et nous avons donc l'obligation de maintenir de l'activité, ne serait-ce que pour alimenter en fret les populations de la Guyane du fleuve, zone d'ailleurs qui est un peu touchée par la Covid, excusez-moi. Et donc, nous maintenons l'entreprise en situation de fonctionnement, mais nous ne percevons aucune rémunération liée aux OSP, puisqu'elle est liée, notre rémunération, contrairement peut-être à Air Saint-Pierre, puisqu'il s'agit d'une DACS, et donc nous sommes rémunérés aux passagers transportés, c'est-à-dire un complément de rémunération aux passagers transportés, ce qui fait que nous servons de service public presque gratuitement en faisant des vols de fret, mais sans aucune rémunération adéquate. Alors, bien sûr, nous avons, comme je vous l'ai dit, fait ce que nous pouvions pour pallier, en tout cas, et sauvegarder l'entreprise, reporter les charges sociales, les charges fiscales. Nous avons reporté les emprunts qui arrivaient à échéance, comme ça a été préconisé par nos banquiers et par le gouvernement. Mais tout ça ne couvre pas, bien évidemment, l'addition. Et donc aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, pour une compagnie comme Air Antilles et Air Guyane, chaque jour qui passe nous coûte 150 000 €. C'est-à-dire que chaque jour, nous jetons 150 000 € par la fenêtre, déduction faite du chômage partiel remboursé, c'est-à-dire de 50% qui nous est remboursé. Autant vous dire que la situation est catastrophique. Nous avons bien évidemment enclenché les discussions pour obtenir un PGE. Nous avançons, mais la réalité, elle est tout autre, vous l'aurez compris. On peut, pour combler le niveau de perte que nous subissons depuis cet arrêt d'activité, il faut des PGE gigantesques. Et nos activités de compagnie régionale, vous le savez, en tout cas tous ceux qui ont touché au régional, savent pertinemment que nous ne dégagerons jamais les marges suffisantes pour pouvoir être capables de rembourser les montants que nous serons obligés d'emprunter pour pouvoir redémarrer l'activité. Il faut arrêter de penser qu'on aura les capacités de rembourser en 5 ans ces PGE et le volume qui sera nécessaire pour garantir notre activité. Donc, on est face à une situation où c'est comme si on est tombé d'un immeuble, on est en train de voler, de planer, et on sait qu'on se dirige vers le sol et qu'on va exploser. Voilà l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui. Mais le pire, je vais vous le dire, et j'ai commencé à aborder le sujet avec vous, le pire, c'est que nous ne voyons pas du tout d'issue à la situation, car nous subissons en Guadeloupe
et en Martinique, enfin dans notre environnement caribéen et pour le transport régional, une situation inacceptable. C'est-à-dire que nous sommes interdits de vol entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, alors que, comme vous le savez, et comme tous ceux qui sont autour de cette table, nous sommes des compagnies aériennes avec des licences de transport, nous sommes habitués à fonctionner dans le cadre de la réglementation. L'arrêté ou la loi d'urgence sanitaire n'a ni interdit les déplacements des personnes, ni interdit l'activité de transport aérien. Le préfet a renforcé les modalités de cette réglementation par un arrêté qui autorise ou qui permet que les vols se fassent à l'intérieur de l'Union européenne dès lors où il y a moins de 200 passagers et considère que la Martinique ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, nos vols entre la Martinique et la Guadeloupe sont interdits. J'ai du mal à comprendre et j'aimerais bien que vous posiez la question. Vous êtes élu, parlementaire, mais je n'arrive pas à comprendre. On sollicite des autorisations, donc on nous oblige à solliciter des autorisations pour faire des vols entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. On nous les refuse avec comme motif que l'offre d'Air France est suffisante sur la desserte. Alors, je sais, je vous l'ai dit, j'en veux pas du tout à Air France parce que je suis convaincu qu'ils ne sont pas responsables de cette situation. Mais on vit une situation mais exceptionnellement incompréhensible. Et je compte sur vous pour trouver une solution à cette situation où plus que jamais, on nous dirige dans un précipice. Voilà ce que je voulais dire sur la présentation de notre problématique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président. Donc, j'ai bien entendu, il y a une multitude de questions. Je ne sais pas si nous aurons des réponses, mais en tout cas, sachez qu'elles sont actées et on va tenter donc ça fait partie de notre travail d'aller chercher les réponses. Je vais passer la parole à Bertrand pour Saint-Barth Commuter. Tu veux mettre ton micro? Parfait. Bertrand, tu as la parole. Merci, Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues. Donc, pour parler de Saint-Barth Commuter, nous sommes la seule compagnie aérienne basée à Saint-Barthélemy et nous sommes, à vrai dire, la plus ancienne compagnie française dans la région Antilles-Guyane, en tout cas sous la surveillance de la DSACG, puisque nous avons eu notre premier certificat de transporteur aérien et licence d'exploitation en avril 1995, ça fait donc 25 ans. Alors, je sais que c'est peu de choses comparé à mon collègue d'Air Saint-Pierre, je crois qu'ils ont 55 ans, si mes sources sont exactes, mais dans une région aussi compliquée que les Antilles pour faire de l'aérien, quand on sait que, par exemple, depuis 1980, c'est plus de 140 compagnies qui ont été créées et qui ont disparu avec une vie moyenne de 3 ans et demi, c'est une performance dont nous sommes assez fiers. Donc, Saint-Barth Commuter, c'est une flotte de 5 avions, des petits avions à un turbopropulseur. Et en fait, j'aime nous définir comme une société de services aériens, parce qu'on a en réalité 2 pôles. Le premier qui est un pôle de vol régulier, classique, qu'on connaît, avec 3 lignes régulières, une sur Saint-Martin-Grand-Case, donc la partie française de l'île, une sur l'aéroport de Juliana, donc la partie hollandaise, et une sur la Guadeloupe. Et nous avons parallèlement à ça donc une activité de vol à la demande, qui se décompose dans des charters privés, donc en général plutôt orientés vers une clientèle haut de gamme qui souhaite privatiser l'avion pour ses déplacements, des affrètements au travers de partenariats commerciaux avec d'autres compagnies aériennes, des vols médicaux d'urgence aussi, des EVASAN, et une toute petite activité cargo, mais qui reste très très ponctuelle. Nous transportons à peu près 9000 vols par an et nous transportons à peu près 40 000 passagers. Et au sujet des effectifs, nous sommes un peu moins de 30 salariés, à peu près 29 équivalents temps plein. Alors, les effets de cette crise sont très, très lourds pour nous. Premièrement, parce qu'ils arrivent au pire moment possible. Aux Antilles, la saison touristique va du mois de novembre jusqu'à fin avril, début mai, avec mars et avril étant nos 2 plus gros mois. Premièrement, parce que c'est une période qui est propice pour les touristes nord-américains, dont nous dépendons beaucoup. Et aussi parce qu'il y a des activités, des événements, je pense à la Bucket, au voile de Saint-Barth et à la Transat AG2R La Montréal. Donc les conséquences financières, elles sont très lourdes, hein, pour parler très clairement. Depuis, ma trésorerie a été quasiment divisée par 3 depuis le début du mois de janvier. Et sur le point humain, évidemment, on s'oriente vers des réductions d'effectifs entre 15 et 20%, aussi bien au travers de non-renouvellement de CDD que d'autres discussions pour des départs.
Nous sommes en discussion évidemment avec la banque aussi au travers du PGE, mais ça j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Par rapport au soutien que nous avons déjà reçu, alors évidemment nous avons aussi activité, le mécanisme d'activité partielle, avec les limitations qui viennent d'être décrites. Évidemment, nous avons sollicité à bénéficier du moratoire sur les taxes, mais ça aussi, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Et enfin, nous avons reçu localement, au niveau de la collectivité, une remise gracieuse des sommes dues pour l'utilisation du domaine public aéroportuaire, donc aussi bien pour les loyers que des taxes de stationnement. Bon, c'est une remise qui est faite évidemment pour l'ensemble des acteurs de l'aéroport, pas spécifiquement aux compagnies aériennes. Donc voilà succinctement les quelques éléments que je peux vous donner par rapport à Saint-Barthélemy. Merci beaucoup, Bertrand. Et puis, on va passer la parole donc maintenant au deuxième groupe qui comprend donc Air Austral. Est-ce que M. Dufour nous a rejoint? Monsieur Dufour. Oui, je suis là, Président. Bonsoir, Madame, Messieurs les sénateurs, chers collègues. Alors, Air Austral, c'est une compagnie qui est basée à La Réunion, qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années, qui depuis La Réunion dessert un peu plus de 10 destinations. Alors, les plus importantes sont évidemment les destinations métropolitaines, Réunion Paris, Réunion Marseille. Nous desservons aussi de nombreuses destinations dans le grand océan Indien, Mayotte, Madagascar, plusieurs points à Madagascar d'ailleurs, les Comores, les Seychelles, l'île Maurice, l'Inde du Sud à Madras et la Thaïlande. Nous avions aussi en code-share avec Air Madagascar une desserte de Canton en Chine qui actuellement bien sûr est en suspens. Voilà pour le programme de la compagnie. On emploie 1 millier de personnes, toutes basées à La Réunion, pour un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros. Nous transportons un peu plus d'1 300 000 personnes chaque année. Depuis le début de la crise, qui a commencé très tôt pour nous, c'est-à-dire en janvier, puisque dès que la crise a démarré en Chine, nous avons dû interrompre, voire modifier nos dessertes de l'Asie. Air Austral est très impacté par l'épidémie de Covid. Aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment la fin du mois de mars, notre activité a été réduite fortement. On opère à quasiment 5% de notre programme de base. Il n'y a que 2 destinations qu'on dessert pour aller au fait. La Réunion Paris a raison de 2 vols par semaine, qui sont des vols commerciaux, et la Réunion Mayotte dans le cadre d'un pont aérien qui a été mis en place par l'État uniquement pour du fret. Ce sont les seuls vols que nous opérons, avec en plus quelques vols d'évacuation sanitaire que nous avons et les quelques affrètements qui sont faits notamment pour ramener nos compatriotes à La Réunion en lien avec les ambassades. 95% de notre activité en moins, c'est énorme. Nous avons sollicité tous les dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour survivre. Alors, on a bénéficié bien évidemment du chômage partiel, enfin de l'activité partielle, qu'on utilise au maximum. Nous avons pu avoir un soutien très important de notre actionnaire principal qui est la CEMATRA, société d'économie mixte composée essentiellement de la région Réunion, du conseil départemental de la Réunion et de la caisse des dépôts et consignations, ce qui nous a permis de lever un prêt garanti par l'État et donc d'avoir un peu de visibilité pour tenir les mois qui viennent. On a sollicité bien sûr les moratoires qui nous ont été mis à disposition, sachant que s'agissant des charges patronales, on continue de demander une exonération pour la période, pour le pic de crise. On n'a toujours pas la réponse, mais compte tenu des annonces qui ont été faites sur le tourisme, on a bon espoir de parvenir à une réponse positive. Et tout ça nous permet bien sûr de tenir. Mais bon, sans doute ce sera un sujet qu'on abordera par la suite. Tenir et survivre est une chose. Vivre est quand même ce qui nous préoccupe le plus. Et aujourd'hui, ce qui nous pose problème à nous, compagnies aériennes, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur la sortie de cette crise et sur la façon dont on va pouvoir programmer un retour à la normale. Et ce retour à la normale, il est vital parce que les prêts garantis par l'État, ça reste des prêts qu'il va falloir rembourser dans un contexte où tout le monde nous annonce que le retour du passager à bord
va être très progressif. Et c'est vraiment le sujet sur lequel on souhaiterait débattre avec vous, puisque c'est ça qui fera qu'au final, malgré les dispositions d'urgence, la pérennité de nos entreprises va pouvoir être assurée. Parfait, merci beaucoup, Monsieur le Président. On va passer la parole donc à Air Calin, Monsieur Didier Tapero, directeur général. Bien, bonjour à tous du Pacifique Sud. Donc, Air Calin est une compagnie régionale basée en Nouvelle-Calédonie avec un actionnariat qui est d'ailleurs un actionnariat public. Alors, ce qui se passe pour nous, c'est un peu malheureusement ce qui se passe pour tous les transporteurs, c'est-à-dire un arrêt brutal de notre activité dans toutes nos destinations. Donc, on peut considérer que nous avons trois types de destinations. D'abord, des liens entre les territoires français du Pacifique Sud. Nous opérons des vols vers Wallis et Futuna, vers la Polynésie française. Un réseau régional vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Fidji, et puis quelques destinations. Et puis un réseau long courrier vers l'Asie, avec des vols en connexion avec notre partenaire Air France, mais pas exclusivement pour la desserte vers la métropole. Donc depuis le mois de mars, l'arrêt des opérations, nous avons maintenu une petite activité sous forme de vols de rapatriement de et vers l'Australie, plus les destinations avoisinantes, et puis 2 vols vers le Japon qui viennent de passer à 3 pour aussi des rapatriements dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire des passagers qui voulaient rejoindre la métropole et des Calédoniens qui sont encore bloqués en métropole, et surtout pour l'acheminement du cargo vers la Nouvelle-Calédonie pour éviter d'ajouter une crise à la crise. La situation économique de la compagnie était saine avant cette crise, ce qui nous permet de tenir parce que depuis le mois de mars, depuis le 20 mars, nous tenons sur nos fonds propres. Nous essayons de nous faire payer les vols que nous pouvons effectuer, que ce soit par la Nouvelle-Calédonie ou par l'État. Je ne désespère pas d'y arriver, mais c'est assez compliqué, y compris du côté de l'État. Alors, les dispositifs mis en place, bien sûr, le chômage partiel, mais on a quand même comme particularité, même si on est français, d'avoir une certaine autonomie, des spécificités qui font que le chômage partiel en Nouvelle-Calédonie, pour vous donner un seul chiffre, il se situe au maximum à 800 € par salarié. On est donc loin du compte. La Nouvelle-Calédonie va faire des efforts, mais c'est un petit territoire aux ressources limitées et nous souhaiterions que la solidarité nationale puisse s'exprimer à travers ce chômage partiel pour que, à minima, les compagnies aériennes puissent bénéficier de ce qui se passe en métropole pour leurs salariés. Alors, la discussion est ouverte et ça n'est pas bien sûr encore abouti. Après, on a les mêmes interrogations. Le PGE, nous l'avons demandé, instruit le dossier il y a un peu plus d'1 mois, c'est en attente. Il y aura un concours de l'actionnaire, mais qui sera aussi limité parce que c'est un petit territoire, la Nouvelle-Calédonie. Et puis la question de fonds qui a été citée à plusieurs reprises, du redémarrage aussi est importante, hein, avec toutes ces incertitudes, la lenteur, la nécessité pour alimenter les flux de passagers dans une période de redémarrage avec éventuellement des distanciations physiques à bord des avions et en tout cas des coefficients d'occupation qui seront faibles, si bien qu'il y aura un paradoxe entre faire voler des avions pour relancer l'économie, mais chaque vol que nous ferons en dessous du coefficient de 80% au prou, sera un vol déficitaire. Donc il y aurait sans doute une réflexion à avoir sur le soutien possible à apporter dans une deuxième phase pour relancer cette activité. Et donc, une situation assez compliquée pour, somme toute, une compagnie aérienne française qui, comme d'autres, a un rôle stratégique dans la région, hein, de lien avec la France métropolitaine, de lien avec la région, et qui, si elle n'est pas aidée, n'arrivera sans doute pas à s'en sortir seule, en tout cas à moyen terme. Voilà ce que je peux vous dire pour la situation d'Air Calin aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Air Caraïbes et French Bee, monsieur Marc Rochet, président. Monsieur Rochet, vous avez la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Et bonjour, chers collègues. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Très bien. Alors, je m'exprime ici devant vous ce soir au nom d'Air Caraïbes, au nom d'Air Caraïbes Atlantique, au nom de French Bee. Ce sont 3 compagnies privées, toutes filiales d'un groupe familial français, vendéen, le groupe Dubreuil, dirigé par son président éponyme, Jean-Paul Dubreuil. Et nous représentons 3 compagnies aériennes à vocation légèrement différente, chacune a ses missions. Air Caraïbes, c'est la marque, c'est le long courrier, mais c'est aussi une activité régionale importante entre la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et autres destinations dans les îles. Air Caraïbes Atlantique, c'est le vecteur long courrier. Et French Bee, c'est une compagnie long haul, long courrier, start-up que nous avons lancé sur l'île de la Réunion et sur San Francisco et Tahiti, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, pour faire simple. Je parlerai au nom des 3. L'ensemble représente 1500 personnes, un chiffre d'affaires d'environ d'un peu supérieur à 700 millions d'euros. Et notre flotte, nos moyens aériens, puisque quand on parle compagnie aérienne, c'est évidemment le vecteur le plus important, est composé de 12 Airbus. Nous utilisons en long courrier que des Airbus. Donc, nous avons 12 Airbus, dont 7 à 350, puisque c'est un choix qui a été fait il y a déjà un bout de temps de moderniser le plus possible avec, à nos yeux, un des meilleurs appareils du marché, nos moyens. Et donc, nous avons 7 Airbus à 350 et il nous reste 5 Airbus à 330. Mais cette flotte est en régression et nous avons encore des commandes à venir d'à 350. Et puis, nous avons 3 ATR donc, sur le réseau régional. Ça, c'est pour donner un petit peu le groupe Air Caraïbes, French Bee, groupe Dubreuil. Je précise que nous ne sommes pas cotés. Je précise que notre actionnariat est très privé, donc la famille Dubreuil et le personnel, puisque dans les 3 compagnies, nous avons initié un système d'actionnariat de personnel il y a quelques années et qui produit petit à petit ses fruits. Ça, c'est la photo d'identité en quelque sorte. La situation actuelle, eh bien, nous étions très focalisés, bien sûr, au départ d'Orly. Le 31 mars, cet aéroport a été clôturé. En même temps, on a constaté 2 choses. D'ailleurs, comme l'ont dit certains de mes collègues, beaucoup de difficultés à opérer entre les aéroports, les régulations, les décisions des uns et des autres, pas toujours coordonnées, bien entendu. Des conditions économiques qui se détérioraient très vite. Nous n'avons pas d'actionnaire public, je le dis franchement, et donc quand on voit des vols partir à vide et revenir avec des passagers qu'il fallait rapatrier, ce que nous avons fait du mieux que nous pouvons, bon, on ne pouvait pas contenir ça très longtemps. Et 3e vecteur de notre décision d'arrêter, c'était aussi, et j'en assume totalement la responsabilité, le fait qu'on sentait nos personnels très stressés entre les conditions sanitaires, les conditions de navigation, l'ensemble des contraintes aéroportuaires ou autres qui pesaient sur nos vols. Je prendrai qu'un exemple, on s'est retrouvé un soir avec des avions qui étaient en train de se diriger depuis Paris vers les Antilles. Quand on a perdu le contrôle de l'espace aérien américain, lequel espace américain couvre quasiment les 3/4 de l'Atlantique Nord. Donc, se retrouver avec des avions sans contrôle aérien, tout ça parce qu'à New York, il y avait eu une détection de virus dans les locaux de la FAA. Je peux vous dire qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre des décisions et ça a été une des raisons pour lesquelles nous nous sommes arrêtés. À partir de l'arrêt, on a essentiellement fait plusieurs choses que je vais résumer très rapidement. Comme cela a été dit, nous avons bien entendu mis une grande partie de nos personnels en activité partielle. Et je dois dire que ce n'est pas simple du tout. D'abord, Éric Coury y a fait mention. On a des gens dans notre métier qui ont des salaires, je pense aux pilotes, je pense aux ingénieurs, qui ont des rémunérations élevées. Il y a l'allocation qui a été décidée par l'État. Bon, on en pense ce qu'on veut. Elle est quand même assez généreuse. Hein, quand on est limité à 4,5 fois le SMIC en termes de brut en haut de page et que par l'application des 70%, on tombe sur les 3,15, c'est quand même très coûteux pour l'État français. Mais nous, on a en plus quelque chose qui nous est propre, c'est qu'on est obligé, par exemple, de payer nos navigants, et c'est tout un débat.
Donc, l'allocation que nous recevons, c'est une chose, mais il y a ce que nous donnons comme indemnité à nos équipages. Et ça, ce sont des règlements issus du Code de l'aviation civile. La plupart de ces décisions remontent à 1954. C'est-à-dire qu'on est dans des histoires anciennes qui se sont accumulées. On a fait qu'empiler les avantages les uns sur les autres. Et on se retrouve aujourd'hui coincé par tout cet ensemble. Ceci dit, on essaye de survivre. Donc, on a appliqué l'activité partielle. Deuxièmement, comme l'ont dit mes collègues, on a réduit immédiatement tous les coûts qu'on pouvait réduire. Il y en a qui était facile. On a réduit la consommation de pétrole puisqu'on ne voulait plus. On ne consommait plus de pétrole. Mais pour vous donner un ordre d'idée économique, on a réussi à réduire nos dépenses par 4. Donc, de ce que nous dépensions tous les mois, on a à peu près divisé par 4 notre cash out, ce qui fait qu'on est dans des compagnies qui sont robustes. J'y reviendrai après. On est capable d'encaisser l'arrêt s'il dure que 2 ou 3 mois. On parlera ensuite de l'avenir. Troisième chose, on n'est pas resté dans cette période inactive parce qu'on pensait qu'il fallait se battre sur tous les fronts, ne serait-ce que pour prouver qu'on est dans des métiers de passion, mais des métiers d'engagement. Et on s'est lancé à fond dans l'utilisation de nos avions long courrier dans la partie cargo. Alors, nos avions long courrier sont, comme je l'ai dit, des Airbus passagers. Ce n'est pas des avions faits pour ça, mais on arrive à transporter, grosso modo, un peu plus de 20 tonnes à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, Air Caraïbes exploite environ 12 vols par semaine à destination, alors soit d'outre-mer. Bon, hier, vous avez peut-être vu que nous avions lancé des vols pour le compte du gouvernement français par le ministère de l'Outre-mer à destination de La Réunion, de Cayenne, de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France. Mais on opère également des vols entre la métropole et la Chine. On a un quotidien quasiment qui va chercher 20 tonnes de masques tous les jours en Chine, dans la région de Nankin. Ça nous permet de maintenir nos systèmes opérationnels. Et puis, dernier point de notre plan d'action, après je vous parlerai évidemment de l'avenir, on a engagé des programmes de réduction de coûts courageusement. Donc, ce n'est pas toujours sympathique. Ça consiste à dire à nos personnels, comme l'a dit d'ailleurs le Premier ministre, il y avait le monde d'avant, il y aura le monde d'après. Transport aérien a des habitudes généralement assez historiques, empilées les unes sur les autres. Tout à l'heure, j'ai fait partie des gens qui vous ont mentionné l'historique du Code de l'aviation civile, qui est complètement dépassé, d'autant plus qu'il y a des règlements européens qui s'y sont substitués et qui doivent s'appliquer. Donc, on a engagé avec nos personnels un programme assez sévère de réduction de coûts parce qu'on veut être encore plus performant demain. Pourquoi on veut être plus performant? Tout simplement pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il n'y aura pas le même niveau de trafic. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça demandera 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Je ne sais pas le dire. Et puis, on aura des clients qui voudront payer moins cher. Parce que comme il y aura de l'offre, comme il y aura des restrictions au voyage, on va forcément avoir des gens. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui clairement que les prix du transport aérien, il y aura bien quelques exceptions par-ci, par-là, mais ils vont baisser. Donc, si les entreprises, elles survivent, il faut qu'elles réduisent leurs coûts. C'est leur organisation, il n'y a pas que le social, mais le social en fait partie. Donc, voilà ce que nous faisons en pleine crise. Ensuite, demain, et très rapidement, 3 choses. Nous avons poussé pour avoir une vision. Elle est ce qu'elle est. Mais avec certains de mes collègues, j'ai été le signataire d'une lettre ouverte en disant il faut qu'Orly rouvre pour l'outre-mer le 26 juin. On n'avait pas choisi cette date au hasard. Ce n'était pas un coup de tête. 26 juin, c'est parce que c'est d'abord le début des grands mouvements de l'été pour les populations domiennes, pour les congés bonifiés, pour les étudiants. Deuxièmement, quand on a pris cette lettre ouverte, on était juste après le déconfinement, donc on se disait qu'à 1 mois et demi pour y arriver et respecter les conditions nécessaires qui seront obligatoires, c'était une bonne préparation. Et enfin, on espérait à travers cette lettre mettre fin à, peut-être pas mettre fin d'ailleurs, réduire une partie, je vais utiliser un mot qui n'est pas très sympa, mais comme j'ai l'habitude d'être direct, un peu à une cacophonie, c'est-à-dire entendre des gens nous dire qu'il faut aller dans telle direction, puis qu'il y aller de telle autre, puis que ce n'est pas la bonne date. Donc nous, on vise fin juin et nous avons aujourd'hui défini un programme de vol, en gros réduit de plus de la moitié, et on compte redémarrer nos opérations à partir du 26 juin. Alors si c'est le 27 ou le 28, ou comme l'a dit Madame Girardin hier à Orly, si c'est le 21 parce que c'est les jours de l'été, nous serons prêts et nous nous préparons à ça avec grosso modo, je vous le dis, moitié des opérations, parce qu'on ne veut pas non plus submerger l'outre-mer avec
de passagers. Nous avons demandé un PGE. Alors, le PGE, il n'a pas été demandé compte tenu de notre structure capitalistique par le pôle aérien Air Caraïbes French-Bee. Il a été demandé par Groupe du Breuil. Alors, nous ne l'avons pas au jour d'aujourd'hui, donc je ne peux pas vous dire que nous avons une réponse 100% positive, mais bon, les éléments de réponse que nous avons eus nous laissent penser que nous serons accueillis, en tout cas que notre dossier est accueilli favorablement. Mais je rejoins aussi ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Le PGE, c'est quand même un prêt avec des délais de remboursement qui sont, alors, où ils sont trop courts et donc on les repoussera, ou pour être là aussi assez franc, ils sont illusoires, c'est-à-dire qu'une partie ne sera jamais remboursée. Donc il vaudrait mieux que la puissance publique regarde ce problème de façon objective. Moi, je considère que je suis président de compagnie aérienne, mais que je suis aussi citoyen. L'argent public, c'est de l'argent sacré. Toute son utilisation, tout son engagement doit être justifié. Il faut que chacun fasse des efforts, y compris dans les compagnies aériennes, je le dis clairement. Et puis, il faut qu'on redémarre. D'où cette vision de démarrer fin juin. Parce que je pense que si on passait l'été à ne pas voler ou à voler de façon très réduite, là, ce ne serait pas une catastrophe pour le transport aérien français, ce serait probablement une quasi-disparition. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vois à travers vos interventions qu'il y a de nombreuses questions qui se posent. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Monvoisin, qui est président directeur général d'Air Tahiti. Vous avez la parole. Alors, merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et chers collègues. Bonjour, bonjour matinal de Polynésie. Alors, bon, Air Tahiti Nui, tout d'abord, c'est une société d'anonyme d'économie mixte locale. C'est important de le préciser, vous le verrez par la suite, et qui est détenue à 85% par la collectivité territoriale. Alors, elle a été créée en 1998, d'abord pour assurer le désenclavement de la Polynésie française, mais aussi, surtout, pour accompagner le développement du pays pour l'industrie touristique représentant entre 15 et 18% du PIB direct. Si on va en indirect, ça peut monter beaucoup plus que ça. Donc, c'était notre mission principale qu'on assume toujours aujourd'hui, puisque nous desservons à peu près, à part le continent africain où on ne va pas, nous desservons Tokyo, qui est notre hub Asie, la Nouvelle-Zélande, qui est notre hub Pacifique, Los Angeles, qui est le hub Amérique du Nord et même Amérique du Sud avec nos alliances et nos connexions, et puis bien entendu Paris au titre de la continuité territoriale. Donc Air Tahiti Nui, c'est 270 millions de chiffre d'affaires. C'est donc la première entreprise en termes de chiffre d'affaires, c'est la première entreprise de Polynésie. En termes de salariés, nous avons à peu près 800 salariés en moyenne en comptant les saisonniers, ce qui fait de nous le deuxième employeur. Un peu pour vous situer la compagnie au niveau local. Alors, nous transportons bien sûr sur notre mission à peu près entre 470 000 et 500 000 passagers par an. Sur ces passagers, 75% de nos passagers sont des touristes. Donc, vous voyez que la mission est remplie et que dans le contexte actuel, nous avons un peu de difficulté à opérer. Donc aujourd'hui, notre programme de vol est assuré à 5%, à peine, même pas 5%, puisque nous effectuons, alors, pour le compte de l'État, les vols de continuité territoriale. Il y a un vol tous les 10 jours entre Papeete et Paris, Charles de Gaulle. Nous avons quelques vols cargo vers la Chine pour récupérer, pareil, récupérer du sanitaire et des masques. Nous opérons quelques vols cargo également sur la Nouvelle-Zélande, un peu comme Air Calin, pour récupérer du frais et approvisionner le pays qui est massivement importateur de denrées et de produits frais, et quelques vols cargo également sur Paris. Voilà, donc c'est un programme de vol qui est très très réduit. À côté de ça, un peu comme tous mes confrères, nous devons assurer nos charges fixes qui sont importantes, puisque nous avons renouvelé en 2018, nous avons renouvelé notre flotte. Nous avons 4 avions, nous faisons que de l'ultra long courrier, puisque notre flotte est composée de 4 787-900. Nous venons de les renouveler, ce qui veut dire que les 4, dont 2 sont en leasing et 2 ont été acquis via la LODEOM, la loi de défiscalisation outre-mer.
Donc, nous avons les remboursements de ces 4 avions en charge fixe. Et contrairement à tous nos collègues, nous n'avons pas droit au chômage partiel. Le chômage partiel n'existe pas en Polynésie. Ça veut dire que la masse salariale est intégralement à la charge de la compagnie. Nous payons les salaires depuis le 21 mars, le jour où nous avons stoppé nos vols. Alors, dans les mesures attendues, bien entendu, nous aussi, nous avons fait une demande de PGE, je pense un peu comme tous nos confrères, et le PGE est en cours d'instruction auprès de 3 banques locales et d'une banque métropolitaine. Nous n'avons pas encore les réponses, mais enfin, à ce jour, nous n'avons pas de raison objective de penser que nous ne les obtiendrons pas, puisque nous répondrons à peu près à tous les critères. C'est juste les délais d'instruction qui sont un peu longs. Et bien sûr, c'est un prêt, hein, je rejoins mes collègues sur ce sujet-là, c'est un prêt, il faudra le rembourser. Donc, dans les mesures que nous avons prises, nous avons radicalement coupé toutes les charges que nous pouvions couper. Et nous avons eu, il faut le reconnaître, là, en hommage à notre personnel, nous avons une collaboration totale du personnel qui a accepté une baisse de 30% de ses rémunérations par le biais de prise de congés sans solde. Ce qui, pour les navigants, en plus, vous savez que dans notre métier, la particularité des navigants, c'est qu'ils ont un salaire d'un minimum garanti plus des heures de vol, des heures complémentaires et des heures supplémentaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'effort des navigants, et notamment des pilotes, peut porter même jusqu'à 50% de baisse de salaire. C'est une situation un peu tendue et on espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps. Et un peu comme tout le monde, et je rebondis sur ce que vient de dire Marc Rocher, nous espérons un redémarrage des vols à fin juin. Sauf que, vous l'avez dit, Monsieur le Président, en introduction, sauf que reprendre les vols en imposant une quarantaine de 14 jours aux touristes qui vont venir en Polynésie. Il y a quand même de métropole, il y a 20 heures de vol, de Los Angeles, il y en a 8. Les Américains, qui sont à peu près qui sont notre premier marché source, un séjour moyen en Polynésie de 10 jours. Donc, vous comprenez que leur dire qu'ils vont passer ces 10 jours dans un hôtel sans pouvoir en sortir, c'est un peu compliqué pour le redémarrage, surtout quand 75% du trafic, c'est les touristes. Donc voilà, les perspectives de ce côté-là, elles sont plus à essayer de convaincre le gouvernement, l'État, et puis le gouvernement polynésien que la quatorzaine, c'est pas une bonne idée. Voilà, là voilà rapidement la présentation de la compagnie. Je pense qu'on pourra revenir sur les autres sujets dans les questions que j'ai reçues et qui vont probablement suivre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons passer la parole à Monsieur Pascal de Isaguirre, président directeur général de Corsair. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, donc chers collègues. Donc, Corsair est une compagnie qui a 40 ans, qui depuis plus de 30 ans présente de façon fidèle et continue, évidemment, sur les départements d'outre-mer, donc les Antilles et la Réunion, qui sont d'ailleurs des piliers de notre exploitation, puisque Antilles et Réunion représentent les 2/3 du chiffre d'affaires de Corsair, chiffre d'affaires qui, en année normale, était supérieur à 450 millions d'euros, donc 1 200 000 clients transportés. Et Corsair emploie 1200 salariés. Alors, notre flotte, vous la connaissez, c'est 3 747 et 4 Airbus A330. Et je dirais que cette crise tombe au plus mauvais moment, puisque nous étions engagés dans un plan de modernisation et de développement de la flotte pour passer à 10 avions en avril 21 et tous des Airbus A330, dont la moitié de Neo, c'est-à-dire des A330-900 Neo entièrement neufs, qui ont d'ores et déjà été commandés et que nous devions recevoir donc entre août 2020 et avril 2021. Et j'ai également pris, puisque les 3747 devaient sortir, décision que j'ai anticipée, donc les 3747 ne seront pas remis en service. Alors bien sûr, Corsair emploie pas mal de personnel antillais et réunionnais et bien sûr, on fait travailler et vivre tout un écosystème, que ce soit dans les départements d'outre-mer ou ici, bien sûr, en métropole, à travers les sous-traitants. Donc, dans ce programme de modernisation, de renouvellement de la flotte, il y avait la volonté, il y a toujours la volonté d'ailleurs, de continuer à renforcer
et à développer notre programme de vol sur les Antilles et la Réunion, puisque le fait de passer d'un module 747 à un module plus petit à 330 offrant une capacité moindre nous permettra d'augmenter le nombre de fréquences. Alors, ce qui est important aussi, c'est que nous offrons au départ d'Orly des possibilités de connexion pour la clientèle outre-mer vers l'Afrique, vers le Canada. Et on avait pour projet d'ouvrir New York JFK à partir de juin. Vous doutez que ce projet n'est pas annulé, mais il est reporté. Un autre élément aussi que je voudrais souligner, c'est que nous sommes un acteur très actif dans le domaine du fret. Évidemment, on est là aussi très en osmose avec l'écosystème des exportateurs de fret au départ des Antilles et de la Réunion, et que nous participons bien sûr également au programme d'évacuation sanitaire. Donc, voilà où nous en sommes pour l'aspect flotte. Alors, si je regarde les activités, si je passe maintenant justement au volet activité, eh bien nous, c'est très simple, nous sommes quasiment totalement à l'arrêt depuis le 26 mars. Nous n'opérons plus aucun vol ni vers les départements d'outre-mer, ni vers les destinations internationales, à l'exception de certains vols que nous réalisons pour le ministère des Affaires étrangères pour rapatrier notamment les Français bloqués dans un certain nombre de pays. Et puis également, on s'est mis effectivement à développer le fret de façon importante. Donc, on transforme nos avions passagers en vols cargo et on fait de nombreux vols à destination de la Martinique, de la Guadeloupe, également de la Guyane. Et puis, nous avons des vols qui sont programmés sur la Chine et le Vietnam. Donc, on essaie de trouver un semblant d'activité, mais soyons clairs, évidemment, c'est absolument dérisoire par rapport à l'activité que nous opérions auparavant, et c'est pour ça que la quasi-totalité de nos personnels, donc 1200 personnes, sont en activité partielle à 100%, à part quelques équipes, évidemment, que nous maintenons pour assurer les vols cargo ou les vols rapatriement dont je vous parlais, et puis pour assurer malgré tout une continuité des opérations. Alors, avant la crise, la situation de trésorerie de Corsair était satisfaisante puisque nous envisagions donc d'autofinancer en quelque sorte ce projet de développement pour passer une flotte de 10 avions. Mais bien entendu, pour l'instant, nous vivons avec le coussin de trésorerie que nous avions accumulé avant le démarrage de la crise. Alors, ce coussin de trésorerie, il doit faire face à la période actuelle où malgré tout, même si on a réussi à effondrer bien sûr le niveau de nos dépenses, il y a toujours des dépenses incompressibles. Il faut préparer également le programme de reprise des vols et puis la perspective aussi, c'est de pérenniser la compagnie. Donc, c'est de traverser la période de l'hiver prochain qui, vous le savez, est toujours une période de creux en matière d'activité, de booking, de revenus et donc de cash pour une compagnie aérienne, de façon à évidemment faire la soudure jusqu'à la prochaine période d'été où on espère qu'on aura retrouvé un niveau d'activité qui se rapprochera d'un niveau d'activité pré-Covid 2019. Alors, j'insiste aussi sur un point qui fait peser une menace sur la trésorerie des compagnies aériennes, c'est que vous avez tous entendu parler de l'article 261, le règlement européen qui oblige, enfin, Bruxelles oblige les compagnies aériennes à rembourser les passagers pour les billets qui ont été annulés et malgré une pression de l'État français et d'autres États, Bruxelles a maintenu sa position, donc de dire que tous les billets annulés doivent être remboursés si les clients le souhaitent. Alors évidemment, pour une compagnie aérienne comme Corsair, ça représente quand même plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous avez vu que Air France a annoncé ce week-end sa volonté de procéder au remboursement de tous les vols annulés à partir du 15 mai. Et donc ça, évidemment, comme on sera obligé, d'ailleurs, il y a une saisine qui vient d'être faite aujourd'hui par l'association UFC Que Choisir, où plusieurs compagnies qui participent d'ailleurs
à cette conférence, Monsieur le Président, sont impliqués et sont assignés par l'UFC La Que Choisir, ça va faire peser une ponction supplémentaire, évidemment, sur notre trésorerie. Donc, bien évidemment, un soutien de l'État est nécessaire parce que nous avons engagé une politique drastique, draconienne de réduction des dépenses. Nous avons aussi engagé évidemment des discussions avec nos personnels parce qu'il est indispensable de réduire les coûts, notamment les coûts fixes, et ça de façon structurelle pour améliorer notre compétitivité. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Nous avons bénéficié aussi d'un report de charges de taxes et de redevances, mais je suis d'accord avec mes différents collègues qu'il faut des mesures un peu plus structurelles pour améliorer notre compétitivité qu'un simple report de charges. Alors nous aussi, bien sûr, nous sommes candidats à un prêt garanti par l'État. Notre actionnariat est privé, donc on ne bénéficie pas non plus du soutien de collectivités territoriales. Je dirais que le prêt, pour l'instant, il ne nous est pas accordé. Donc, les discussions se poursuivent avec l'État, mais à ce jour, rien n'est assuré. Et je rajoute d'ailleurs qu'avant la crise, la situation de trésorerie de Corsair était très saine, puisqu'il y avait zéro endettement. Nous n'avons jamais recouru à des emprunts bancaires et nous n'avons jamais bénéficié d'une quelconque aide publique que ce soit, notamment en matière de défiscalisation, d'aide publique. Donc voilà quelle était notre situation. Alors, comme mes collègues, je suis préoccupé aussi par le fait de redémarrer notre activité. Nous avions prévu de redémarrer nos vols à partir du 12 juin. Bon, cette perspective s'éloigne, donc je fais partie aussi des signataires du courrier pour demander la réouverture d'Orly à compter du 26 juin. Bon, hier, effectivement, nous avons pu nous entretenir avec Annick Girardin et Jean-Baptiste Djebari à l'aéroport d'Orly, mais nous n'avons pas de réponse à ce jour. Donc, il est important, effectivement, de redémarrer. Donc, on a quand même cette incertitude, avec un programme envisagé qui donnera la priorité de notre côté à la Réunion et aux Antilles, à la Martinique, à la Guadeloupe, avec des conditions sanitaires de reprise, effectivement, qui sont encore indéterminées, et puis une incertitude encore plus grande sur les liaisons internationales. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. L'entreprise est mobilisée pour reprendre ce vol, priorité au département d'outre-mer, là aussi, évidemment, avec un programme réduit pour tenir compte des préoccupations des populations et des décideurs ultramarins, donc un programme d'activité, un programme de vol réduit par rapport à ce qui était dans le passé, mais voilà un petit peu de façon assez synthétique, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, un peu la situation pour la compagnie Corsair. Merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir précisé la question relative au remboursement des billets qui fait effectivement débat en ce moment. Je vais donner la parole maintenant au président directeur général Air Caraïbes, Océan Indien et Amérique latine d'Air France KLM, Monsieur Jean-Michel Mathieu. Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs et mes chers collègues. Alors la situation d'Air France, je pense qu'elle est malheureusement similaire à celle de nombreux de nos collègues ici présents, c'est-à-dire une baisse de l'offre drastique, puisque aujourd'hui Air France, sur l'ensemble de son réseau, opère moins de 5% de son activité normale, avec deux grands types d'activités aujourd'hui. D'abord, des vols de rapatriement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de la crise, Air France et Transavia également ont rapatrié plus de 270 000 passagers, dont 150 000 Français et près de 45 000 ressortissants communautaires. Donc, c'est un travail, bien sûr, qui est mené en coordination avec le MAE, qui n'est pas toujours évident à réaliser, puisqu'il faut à chaque fois prendre en compte les restrictions des différents pays impliqués et qui souvent changent et nous obligent à modifier nos programmes de vol au dernier moment. On a aussi, bien sûr, une
Et je pense que c'est l'essentiel de ce qui nous concerne aujourd'hui. Une vocation d'assurer la continuité territoriale avec l'outre-mer. Donc, puisque Air France continue à desservir la Réunion à raison d'une fréquence passager par semaine, puisque c'est ce qu'on a le droit de faire. Et on a des rotations, 4 rotations cargo, 3 avec des appareils passagers, un avec une rotation avec des appareils tout cargo. On dessert aussi Fort-de-France avec 3 rotations hebdomadaires, dont 2 avec des passagers. Et puis Pointe-à-Pitre, 4 rotations, 2 passagers, 2 uniquement cargo avec des avions passagers. Et Cayenne aussi, 2 rotations passagers entre Paris et Cayenne. Sans oublier, Éric Coury y faisait allusion, donc notre réseau régional, on a une fréquence par semaine entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne. Je tenais juste à préciser, je pense qu'Éric Coury l'a dit, bien sûr que nous, on ne peut que soutenir nos collègues d'Air Caraïbes et d'Air Antilles pour reprendre le plus vite possible la desserte de Pointe-à-Pitre, Fort-de-France. Je tiens à vous rassurer que, déjà, cette fréquence hebdomadaire entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne est sûrement insuffisante, même dans le contexte actuel, pour servir la demande qui existe et qui ne demande qu'à s'exprimer entre Pointe-à-Pitre, entre la Martinique et la Guadeloupe. Et 2, ce n'est pas avec les remplissages qu'on a actuellement qu'Air France renforce ses finances en opérant encore aujourd'hui entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Mais c'est plus dans un effort d'assurer, y compris au niveau régional, la continuité du territoire. Alors, on est très fiers et tous les salariés sont très fiers de pouvoir participer à la continuité du territoire dans ces départements d'outre-mer. J'ai oublié de mentionner, ça a été dit par mon collègue d'Air que Air France opère aussi entre Paris et Narita pour assurer les correspondances sur la Nouvelle-Calédonie avec Air Caraïbes. Donc on est très fiers de le faire. Ça ne se fait pas toujours dans des conditions très faciles, puisque les restrictions sur les passagers admis ou qui sont obligés de faire des quarantaines, les conditions dans lesquelles ces quarantaines doivent être réalisées, les limitations aussi en termes de nombre de passagers par vol, soit changent régulièrement, soit ces limitations sont prolongées et donc nous obligent à débarquer un nombre important de clients qui ensuite se retournent contre nous. Donc alors, je ne suis pas en train de juger ou de critiquer, c'est sans doute difficile d'assurer cette mission nécessaire de protection face à cette crise sanitaire, mais c'est vrai que ça complexifie énormément les opérations telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, oui, bien sûr, et bien sûr, on remercie le gouvernement. Air France a bénéficié de soutien pour préserver sa trésorerie, et je dirais heureusement, puisque à l'échelle d'Air France, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Air perdrait 25 millions d'euros, si on ne comptait pas des aides de l'État, 25 millions d'euros par jour. D'accord, donc sa trésorerie se dégrade de 25 millions d'euros par jour. Donc, effectivement, la très grande majorité des salariés d'Air France bénéficient de l'activité partielle, qui est pour la très grande majorité à 80%, donc très, très élevée. On bénéficie aussi du report d'un certain nombre de paiements de taxes et redevances. On a aussi, bien sûr, on a sollicité et on a obtenu un PGE, également un prêt d'actionnaire. J'ai envie de dire, comme tous mes collègues l'ont vraiment noté, je pense que c'est important, c'est appréciable, puisque ça permet la survie de nos compagnies. Sinon, je pense qu'en termes de trésorerie, on n'aurait pas pu survivre à cette période. Mais ça pose entièrement la question de la suite, puisque effectivement, tous ces reports, ou tous ces prêts, il faudra bien payer les reports de paiement, rembourser ces prêts. Et quand on connaît les niveaux de rentabilité de nos compagnies, on sait que ça sera un challenge majeur. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la situation d'Air France. Nous, bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir participer le plus rapidement possible à cette reprise.
On comprend les contraintes liées à la protection sanitaire. On espère avoir malgré tout un certain nombre de clarifications, pouvoir un peu anticiper quelles seront les règles, les restrictions, qui sera confiné, qui ne sera pas confiné, pour pouvoir adapter notre programme de vol dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et je pense que, comme l'ont dit un certain nombre de mes collègues, je pense qu'il est important de trouver le bon curseur entre la protection sanitaire et le développement économique, et que imaginer passer toute la pointe été avec le niveau d'activité qu'on connaît aujourd'hui serait sans doute catastrophique pour l'ensemble des pavillons français. Voilà ce que je tenais à dire très rapidement. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je vais donner la parole maintenant au syndicat des compagnies aériennes autonomes, Monsieur Jean-François Dominiac, qui en est le président. Oui, bonjour à tous. J'interviendrai en fait avec une double casquette. Tout d'abord celle effectivement de président du SCARA, puisque parmi nos adhérents, hormis Air Corsica sur la Corse et nous à SL Airlines, nous avons principalement les adhérents qui sont ultramarins, Air Saint-Pierre, Air Tahiti Nuit, Air Guyane, Air Antilles, Air Austral, et Air Tahiti et Air Calédonie qui ne sont pas a priori présents autour de cette table. Ce qui est un peu dommage parce que ce sont deux petites compagnies locales, Air Tahiti avec une quinzaine de machines et Air Calédonie avec 4 ou 5 machines, qui sont les transporteurs uniques localement sur ces parties du monde, sur ces archipels. Et je pense que pour eux, la situation est effectivement très catastrophique et la continuité territoriale au sein des zones sur lesquelles ils travaillent est effectivement nécessite absolument de l'aérien. Donc c'est un petit peu dommage qu'ils ne soient pas présents aujourd'hui autour de cette table. Je vais revenir sur les opérations ensuite du SCARA. Et ma deuxième casquette, qui est plus anecdotique, est celle de directeur général d'ASL Airlines France, qui, au niveau de l'outre-mer, eh bien, travaille, comme on disait tout à l'heure, Benoît Olano, à la ligne directe entre Roissy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc là, bien évidemment, on est en attente de savoir comment vont être traités nos passagers à bord et les mesures de quarantaine, etc., pour pouvoir relancer cette activité. Et là, on est bien évidemment en attente de ces différentes mesures. Et puis ponctuellement, en fret, nous sommes en train de faire quelques vols ponctuels pour le compte notamment de la Poste sur les dom-tom, la Réunion en particulier. Sur le reste de la compagnie, nous avons la chance de pouvoir continuer à voler en cargo de nuit en express européen. Et par contre, évidemment, tous nos vols réguliers et charter classiques en court et moyen courrier sont pour le moment par terre, comme tout le monde. Et on affronte de ce côté-là les mêmes affres que l'ensemble du transport aérien. Si je reviens rapidement en ce qui concerne le SCARA et les demandes que nous faisons au titre de cette crise que nous passons et qui s'applique notamment aussi à l'outre-mer, en fait, on a formulé déjà plusieurs demandes à court terme ou moyen terme. Court terme, comme l'a dit chacun de mes collègues, des exonérations de taxes, des moratoires des reports, c'est bien, mais des exonérations de taxes, ce serait quand même nettement meilleur. Et ça, c'est important que l'on puisse retravailler sur ces différentes charges, notamment certaines charges qui sont des charges régaliennes, comme la sûreté que nous payons dans les aéroports. Il n'est pas idiot de penser aujourd'hui que l'État devrait reprendre une bonne fois pour toutes certaines de ces charges à sa charge, c'est ce qu'elle veut dire, et non pas la laisser supporter uniquement aux compagnies aériennes. Ce serait un bon moyen de soutenir justement notre industrie. On a besoin aussi, en termes d'indemnité sur le chômage partiel des navigants, de certaines clarifications que nous n'avons toujours pas concernant les modalités de mise en œuvre. Et puis également, en ce qui concerne la durée, il faut qu'on travaille sur cette durée allongée. Comme chacun l'a fait remarquer ici, ce n'est pas demain la veille que le transport aérien va reprendre de la vigueur. Donc, il s'agit non pas de quelques mois, mais vraiment d'une période étendue sur laquelle on a besoin de cette clarification pour pouvoir nous orienter sur cet été, cet hiver et au-delà. Sur des mesures un petit peu plus structurelles, donc mis à part la reprise de ces charges régaliennes par l'État, nous avons souhaité que soit mis en place aussi un vrai plan de restructuration de l'industrie. On a même évoqué de notre côté la mise en œuvre d'un fonds qui pourrait être
l'équivalent de ce qui a été accordé au groupe Air France, à tout le moins par un souci d'équité vis-à-vis de l'ensemble du transport aérien, il nous semble fondamental que l'on puisse mettre en place quelque chose qui bénéficie à tout le monde. Non seulement pour passer la crise, comme l'a fait remarquer d'ailleurs tous mes collègues, mais parce qu'ensuite, d'évidence, il va falloir que tous nous entreprenions des restructurations importantes. Donc, il faut de l'argent, il faut du fonds, et des fonds publics en la matière ne sont pas illégitimes, loin s'en faut. Enfin, au-delà, pour ne pas être trop long, nous avons sollicité aussi la DGAC pour la mise en place de véritables assises, pas celles que l'on avait vécues auparavant, ou peut-être les mêmes, mais pour qu'on puisse enfin traiter des problèmes que l'on avait soulevés à cette époque-là, qui sont toujours d'actualité, qui sont encore plus criants au jour d'aujourd'hui, et qu'une bonne fois pour toutes, on mette en place nos différentes réflexions, notamment sur les aéroports, notamment sur les aéroports de Paris et leur gestion, les caisses uniques, toutes ces problématiques, et ça touche tout le monde pour tous ceux qui, de l'outre-mer, reviennent notamment sur Paris. Donc, nous avons, je ne vais pas être trop long sur le sujet aujourd'hui, donc déjà adressé un panel de questions sur lequel il nous faut maintenant des réponses à court, moyen et long terme. C'est plus que vital, et même de commencer dès aujourd'hui ces différentes discussions pour préparer le rebond. Oui, donc je pense que ce que je peux faire, c'est répondre peut-être succinctement, assez rapidement aux trois. Monsieur le sénateur Artano connaît très bien notre exploitation, puisque étant originaire aussi de Saint-Pierre-et-Miquelon, donc je pense qu'il y a pas mal de questions auxquelles il aura lui-même la réponse, notamment sur les desserts, tout ça. Donc je vais m'attacher surtout à dire, puisqu'il connaît l'impact de la nécessité d'avoir une desserte aérienne à Saint-Pierre. Je vais juste parler de l'accompagnement de l'État jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, comme il l'a souligné, pour ne pas porter de jugement, le PGE, nous, on l'a obtenu, donc on l'a demandé, on l'a obtenu. Je rejoins mes collègues qui disent que c'est une charge supplémentaire. Donc, est-ce que ça a vocation à être simplement un pansement pour passer le temps, pour que le temps puisse passer et puis en gagner, et finalement qu'on se retrouve avec un problème ultérieurement les années suivantes, ce que je pense. Et nous, à Saint-Pierre, il y a beaucoup d'aides, notamment comme les redevances aériennes, tout ça qui ne s'appliquent, qui ne sont pas applicables. Donc, beaucoup de décisions qui ont été offertes, enfin de possibilités qui ont été offertes par le gouvernement ne s'appliquaient pas à nous. Donc, c'est un petit peu compliqué de dire que le soutien a été ce qu'il fallait, parce que pour nous, il n'était pas adapté. Pas adapté à notre structure et pas adapté à notre mode de fonctionnement, puisque nous, on est considéré hors Europe, et qu'hormis les vols qu'on effectue en partenariat avec ASL, nous n'avons aucune activité sur l'espace Schengen, puisque nous n'avons aucun vol au départ ou à l'arrivée de l'espace Schengen. Ensuite, pour Madame Marticala, donc, qui parlait du calendrier de la reprise d'activité, moi je pense que nous concernant, c'est le sujet de la quatorzaine en Outre-mer qui est le principal déclencheur, parce que tant qu'il y a cette quatorzaine obligatoire à l'arrivée sur l'archipel, effectivement, ça met un frein à toute activité. Donc, tant que ce sujet ne sera pas tranché, qu'il n'y aura pas une évolution sur… je ne vois pas comment on pourra reprendre une activité, si minime soit-elle. Sans compter que nous, on est uniquement sur des vols internationaux au Canada, qui a imposé lui aussi des restrictions, donc des quatorzaines imposées à l'arrivée. Donc, nous, voir un calendrier estimé de reprise, j'espère au plus tôt, mais malheureusement, ça va être très difficile tant qu'on n'aura pas, le gouvernement n'aura pas tranché sur cette histoire de quatorzaine. Après, bon, l'histoire de la distanciation physique, on en a parlé, mais bon, nous, on exploite la TR42, donc effectivement, c'est un petit peu difficile. Et puis, ce que je voudrais rajouter quand même pour l'histoire de la reprise d'activité, c'est que nous, on est vraiment une très petite communauté à Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'on est que 6 000 habitants, et on se retrouve quand même avec les partisans de la quatorzaine et les anti-quatorzaines, donc les gens qui veulent que l'activité reprenne, et l'autre partie de la population qui souhaite garder cette protection. Il faut savoir qu'à Saint-Pierre, on se retrouve maintenant avec 0 cas. On en a eu un, mais qui est guéri, donc voilà, asymptomatique. Donc on se retrouve avec 0 cas, et on sent cette… alors, je ne vais pas dire cette animosité, mais il y a une partie de la population qui veut garder la protection le plus longtemps possible. On parle de 2, 3, 4, 6 mois. Il y a des gens qui ne se passent rien, même dans le transport aérien, pour les mois à venir. Donc, c'est quand même difficile tant que le gouvernement ne tranche pas sur des questions comme ça. Et donc, pour Madame Dindar, pardon, je ne sais pas si j'ai la gratitude votre nom un petit peu, pour la dernière partie, donc, qui parlait
du remboursement des billets. Nous, on a cette particularité que n'étant pas opérateur au départ ou à l'arrivée de l'espace Schengen, on n'est pas soumis à ce règlement européen. Donc, pour l'instant, on ne fait que proposer des avoirs à nos passagers. Et donc, on n'a pas l'obligation de les rembourser dans les 7 jours, puisque c'est le règlement du ministère des Transports canadien qui s'applique à nos vols. Voilà. Y a-t-il un autre intervenant, un autre représentant de compagnie? Alors oui, monsieur, vous avez mis votre… Alors, Oui. Malheureusement, je ne vous connais pas physiquement. Allez-y, oui. Oui, Michel Monvoisin, PDG d'RTI Inouï. Monsieur Monvoisin, pardon. Oui, moi pour répondre, je voulais déjà d'abord répondre au sénateur Artano, la disparition de nos compagnies. La disparition d'RTI Inouï, ça serait un sinistre majeur pour l'économie polynésienne. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de desserte de l'Asie, il n'y aurait plus de desserte de la Nouvelle-Zélande et même sur Los Angeles, on a jusqu'à 14 vols par jour. Ça veut dire qu'aucune compagnie française ne pourrait nous remplacer parce que ce serait pas rationnel. Il faudrait une base importante avec des PNC, des pilotes, des personnels navigants. À ce jour, Air France a une base qu'elle a héritée du TA, mais ils opèrent 3 vols par semaine depuis des années et à ma connaissance, ils n'ont pas l'intention d'aller au-delà. Donc, on ne serait pas remplacé. On transporte 50% des touristes vers la Polynésie, donc ça veut dire que la Polynésie se couperait de 50% de son flux touristique si RTI Inouï n'existerait plus. Pour arriver sur les PGE, donc la particularité des PGE pour nous, c'est que, comme ça a été dit, on va financer des pertes futures, mais également des salaires. Les PGE vont nous servir à payer des salaires de gens qui ne travaillent pas, sachant que lors de la reprise, nous aurons besoin également de trésorerie, parce que, comme ça a été dit, ça va être le bain de sang, la reprise, parce qu'on va être en concurrence non seulement avec des compagnies aériennes, mais il va y avoir des concurrences entre les destinations, les Maldives, qui avaient une clientèle essentiellement européenne, viennent de contracter avec une société de marketing pour s'attaquer au marché nord-américain. Donc la concurrence, elle va être sur les destinations et sur les compagnies aériennes. Donc c'est là où on aura besoin effectivement de trésorerie. Maintenant, sur le soutien, et je voudrais répondre aussi, parce que j'ai écouté l'interview de Madame Girardin, j'entends bien effectivement, et certains de nos collègues, nous on est une société avec des fonds publics. Alors tout le monde peut imaginer que la collectivité va nous aider. Elle a envie de nous aider, mais elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que, je vous l'ai dit en introduction, nous sommes une société d'économie mixte locale et le pays est déjà à 85%, c'est-à-dire que pour procéder à une augmentation de capital, il faudrait changer la loi organique portant statut de la Polynésie et il faudrait changer le code des collectivités publiques. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, la seule intervention possible de la Polynésie pour RTI Inouï, elle l'a déjà voté à l'Assemblée, c'est nous amener des comptes courants associés. Mais il y a une loi de pays qui dit qu'un compte courant associé doit être remboursé en 2 ans. Donc ça ne nous arrange pas vraiment, parce que 2 ans, la reprise va être longue, tout le monde l'a dit, on le sait. Donc rembourser, mais bon, pour le moment, c'est la seule option, c'est les comptes courants associés. Ils sont d'accord pour le faire, ils ont voté une enveloppe assez conséquente. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on aimerait, nous, on pense qu'il faudrait effectivement, il y a le classement des entreprises stratégiques. On estime qu'on devrait pouvoir être classé parmi les entreprises stratégiques et pouvoir bénéficier, comme Air France, du même type d'aide, c'est-à-dire soit un prêt direct de l'État, soit une augmentation de capital par l'État ou un de ses satellites, AFD, BPI, CDC, qui permettrait ensuite aussi également au pays de pouvoir faire une augmentation de capital s'il y en a eu une première. Mais ça va être le double problème, nous, c'est la trésorerie et les fonds propres. Parce que les fonds propres, à un moment donné, il faudra quand même en disposer. La trésorerie, on est rentré dans la crise avec une bonne trésorerie. On vit sur notre trésorerie depuis 2 mois. On peut tenir encore, mais à un moment donné, à payer les charges fixes et notamment les salaires, la trésorerie elle va finir par s'épuiser d'une manière qu'on ne souhaite pas, et cette trésorerie va nous manquer pour la relance. Voilà, j'ai brossé. Je ne sais pas si j'ai omis encore quelques réponses, mais je pourrais revenir, si vous avez d'autres questions, je pourrais revenir dessus. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai le président Éric Coury qui a demandé donc à prendre la parole. Oui, bonjour Président, rebonjour. Effectivement, si on parle des mesures économiques, j'ai effectivement déjà dit les problématiques qu'on avait, le PGE, notre incapacité à le rembourser et toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en termes de volume. Par contre, notre vraie difficulté, et j'insiste là-dessus,
c'est que dans la deuxième partie des questions, vous nous demandez un plan de redémarrage. Je suis incapable aujourd'hui de vous donner un plan de redémarrage et par conséquent vous dire exactement quel est mon besoin de trésorerie, ne serait-ce que pour la banque. Parce qu'aujourd'hui, je vous explique, alors qu'on a la Guadeloupe et la Martinique, qui sont deux îles pour lesquelles la Covid ne circule pas, on nous interdit de voler. C'est-à-dire qu'on parle de relance économique et on nous interdit, vous savez très bien, cher Président, que les entreprises de Guadeloupe et Martinique sont liées. Les entrepreneurs, moi, m'appellent tous les jours, me harcèlent pour savoir quand est-ce qu'on redémarre l'activité parce qu'un directeur d'une société ne peut pas aller voir ses salariés en Martinique pour pouvoir redémarrer son activité. On vit une situation dramatique et effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai cru comprendre que depuis quelques jours, la Martinique ne fait plus partie de l'Europe. Voilà. Je réactive mon micro. Merci beaucoup, Président. J'ai M. Didier Tapero qui a demandé la parole. Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Alors, en complément de tout ce que mes collègues de Transport ont dit, nous sommes dans le même cas à Ercalin, j'ai deux, trois angles sur lesquels je souhaite insister. D'abord, nous sommes dans une petite collectivité du Pacifique Sud et le rôle du transport aérien est essentiel pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie, comme l'a bien mentionné Michel Monvoisin. D'ailleurs, l'histoire de la création d'Air Calédonie International, c'est bien basé sur le fait que les autres transporteurs qui faisaient leur travail avec leurs intérêts propres, il n'y a rien à dire sur le sujet, mais ne desservaient pas particulièrement les intérêts de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit en matière de régularité de transport, d'échanges commerciaux et puis de développement touristique. Et c'est bien pour ça qu'une société comme Ercalin a été créée. La collectivité de la Nouvelle-Calédonie, c'est 300 000 personnes, c'est une petite population et s'il y a une bonne volonté d'aider le transport aérien, et la compagnie sera, je l'espère, aidée par son actionnaire, mais rien n'est encore garanti, c'est plus une question de moyens que de volonté. Le soutien de l'État est absolument nécessaire pour une petite structure comme la nôtre. Et puis au-delà du futur, parce que ça serait bien sûr dramatique pour la Nouvelle-Calédonie de perdre sa compagnie aérienne, il y a un intérêt stratégique, au-delà d'Ercalin, sur la présence des ailes françaises dans cette région du monde. Vous savez, nous sommes dans une région où il y a une influence chinoise très forte, avec des capitaux chinois qui sont investis dans les pays du Pacifique Sud. La compagnie de notre pays voisin, le Vanuatu, va être structurée, mais à l'aide de capitaux étrangers. Et la question aussi, c'est la présence des ailes françaises dans le Pacifique Sud, le lien nécessaire avec la métropole pour les échanges économiques futurs. Et est-ce qu'on souhaite rester dans un environnement avec du transport aérien français, ou est-ce qu'on souhaite, ou est-ce qu'en tout cas, on abandonne une partie de cette activité économique essentielle et stratégique essentielle. C'était encore une fois l'intervention du président Macron sur l'axe Indo-Pacifique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le représentant du SCARA. Oui, juste pour revenir, parlant au nom de nos amis d'Air Tahiti et d'Air Calédonie, et pour répondre à la question que se passerait-il s'ils disparaissaient, clairement là-bas, c'est le seul transporteur, et mis à part de l'aérien, on retourne à l'âge de pierre si jamais, par malheur, ces deux compagnies arrivaient à disparaître. Donc ça, c'est un support qui doit être extrêmement important, qui doit leur être apporté pour l'économie, pour l'aménagement du territoire là-bas sur place. Et puis, une dernière intervention que je voulais faire, c'était effectivement, tout ceci montre bien qu'on a besoin d'un fonds de soutien dont les modalités restent à définir, dont le montant, certes, aussi reste à définir, mais comme le disait Éric Coury au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'il va falloir y aller. Et ça, il faut impérativement que très très vite, on puisse se mettre autour de la table pour savoir, grosso modo, de quoi on a besoin, comment on peut faire et quelles modalités on pourrait mettre en place. Et puis, notamment, aussi des modalités simples que l'on pourrait faire et qu'il faut commencer dès aujourd'hui, sur lesquelles il faut dès aujourd'hui travailler, c'est notamment tout bêtement la gestion des aéroports.
je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment avec l'aéroport de Paris. On ne sait plus si on est dans un contrat de régulation économique actuellement ou pas. Que va-t-il se passer dans l'avenir? La problématique de la simple et double caisse, c'est fondamental. On a là des dizaines, voire des centaines de millions d'euros annuels qui peuvent aussi servir à la communauté aéroportuaire, à la communauté du transport aérien. Voilà. Donc ça, c'est quand même des mesures qui sont clairement ciblées, sur lesquelles on peut dardard discuter très très vite, indépendamment des problèmes à court terme que nous avons à résoudre. Mais ces autres problèmes, ils ne vont pas être à long terme, hein. C'est du moyen terme. C'est-à-dire qu'ici quelques mois, il faut qu'on ait trouvé une solution sur ces différents éléments. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, merci, Président. Je vais essayer de répondre à certaines questions, du moins celles qui nous concernent. S'agissant des questions de M. Artano, la seule desserte sur laquelle nous sommes les seuls, c'est le Grand Case. Et par rapport aux conséquences, je pense qu'elle serait un désastre. Et je dis ça sans aucune forme d'exagération. D'abord sur le plan économique, parce que beaucoup de nos professionnels exercent leur activité entre les deux îles et comptent beaucoup sur cette liaison pour faire leurs allers-retours quotidiens, mais aussi sur le plan social, l'accès des citoyens aux services publics comme la santé et la justice. Je pense notamment aux habitants de Saint-Barthélemy qui doivent se rendre à Saint-Martin. Le son a été coupé, Bertrand. Pour des consultations de médecins spécialistes ou au traitement. Donc pour une île qui est déjà victime de la double insularité, il s'agirait là d'un véritable retour en arrière pour ses habitants. S'agissant de l'accompagnement de l'État, alors sans détour, je vais vous répondre que non, pour moi, il n'est pas à la hauteur. À vrai dire, je suis très inquiet parce que je ne sens pas une réelle volonté de l'exécutif de sauver le transport aérien. Lors des différentes réunions, d'abord téléphoniques et en visioconférence que nous avons eues avec la DTA, y compris des membres du cabinet du secrétaire d'État au transport, il a été évoqué dans les différentes mesures globales, qui ne sont pas propres au transport aérien, le PGE, etc. La seule mesure qui était proposée spécifique au transport aérien, c'était donc ce moratoire sur certaines taxes. Autrement dit, on nous permet de payer plus tard des taxes sur des billets d'avion. De toute façon, nous ne vendrons pas tant que les passagers ne voyagent pas. Et lorsque la possibilité d'une aide directe a été évoquée, conformément à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ça a tout simplement été écarté. On n'a pas eu de réponse sur ce point. Alors ensuite, quand j'entends l'intervention de Bruno Le Maire qui nous explique qu'il faut arrêter les trajets en avion de moins de 2h30, lorsque j'écoute l'audition de la direction d'Air France par le Sénat le 22 avril, lors de laquelle toutes les questions qui ont été posées à Ben Spies et son équipe concerne que les questions sur la transition énergétique, oui, je suis très inquiet. Les compagnies vont faire leur maximum, mais avec les outils disponibles. Et je trouve profondément injuste de leur taper sur la tête tout le temps, après le réel bashing, pardonnez-moi l'anglicisme, qui a eu lieu au nom d'un soi-disant Green Deal. Pour rapport au sujet du PGE, je vous ai dit que je reviendrai sur la question. À ce stade, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières. Les premiers échanges que j'ai eus avec la banque ne font pas sortir de point bloquant, mais on n'a pas encore d'acceptation formelle. J'insiste sur ce point. Je vais répéter ce qu'ont dit tous mes collègues, que c'est un prêt qui doit être remboursé. Et derrière cette palissade, il y a une réalité économique. Pour une petite compagnie comme la nôtre, si j'obtenais un PGE d'un montant qui correspond au quart de mon chiffre d'affaires annuel, avec une répartition, un remboursement sur 5 ans, ça correspond à 10% d'augmentation de mes frais fixes. Donc, quand on connaît les faibles marges d'une compagnie aérienne, voilà, ce n'est que creuser, ça tombe un peu plus. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il existe une incertitude par rapport au taux appliqué, parce que selon le mécanisme actuel, tel qu'il nous l'a été expliqué en tout cas, on vous débloque la somme globale. Au bout d'un an, si vous pouvez la rembourser, c'est très bien, il n'y a que 0,25% de commission de la BPI. Sinon, c'est à partir de ce moment-là que commence le remboursement au taux qui existera à ce moment. Donc, il y a une réelle incertitude par rapport au taux qui est appliqué. Donc, je pense que clairement, c'est une aide directe dont il faut parler pour l'État. L'activité partielle, oui, elle doit être maintenue, et ce jusqu'à la fin de l'année. Et je note que ça fait partie des 20 propositions que votre commission a déjà faites. Mais comme il a été souligné, en effet, la question principale actuellement, c'est le retour de l'activité et des mesures sanitaires. Et je pense que, comme l'ont déjà souligné certains collègues, l'histoire de la quatorzaine n'est tout simplement pas possible
On ne peut pas demander à un touriste américain qui vient en moyenne 15 jours à Saint-Barth de rester la majeure partie de son séjour chez lui, dans sa villa ou dans son hôtel. Ça, c'est clairement un sujet qui doit être abordé d'urgence. Par rapport à la reprise de l'activité régionale, j'espère qu'elle va reprendre le plus vite possible. J'ai reçu ce matin un message de Thierry Butin, directeur de la DSACAG, nous invitant à une réunion téléphonique demain matin. Donc j'ai bon espoir qu'il annonce de bonnes nouvelles sur ce sujet. Et voilà, dans les grandes lignes, c'est surtout les points sur lesquels je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois que Air Austral a demandé la parole, hein, je ne me trompe pas. C'est bien ça, merci Monsieur le Président. Je vais essayer brièvement de répondre aux questions des sénateurs. S'agissant du sénateur Stéphane Artano, ma réponse ne va pas différer de celle de mes collègues. Si Air Austral aujourd'hui n'existait plus, ce serait une vraie catastrophe pour l'ensemble des territoires français de l'océan Indien. D'abord parce qu'on est un outil de projection de ces territoires. On permet aux voyageurs de la Réunion de se projeter sur tout l'océan Indien, de même que pour Mayotte. On permet de créer le lien entre la Réunion et Mayotte. Et tout ça se fait avec des décisions qui sont prises en circuit court au niveau local. Ça serait aussi une catastrophe économique parce que, je le disais, Air Austral est basé à la Réunion. On emploie 1000 personnes directement. La compagnie a un impact en emploi indirect de plus de 3000 personnes. Nous travaillons avec des artisans, des producteurs, agriculteurs locaux et nous avons donc un rôle en termes d'appui économique régional qui est important et que chacun comprend. Alors, s'agissant du prêt garanti par l'État, j'en ai parlé. C'est assez effectivement complexe à obtenir, mais c'est absolument vital dans les circonstances actuelles. Maintenant, ça n'est qu'un prêt qu'il faut rembourser et c'est pour ça que je vais y dire dans un instant, il faut surtout préparer l'avenir. Alors, s'agissant du dispositif d'activité partielle, c'est aussi très important et il est absolument nécessaire qu'il soit prolongé jusqu'à la fin de l'année parce que tout le monde sait que la reprise du trafic sera progressive et comme on est actuellement dans une gestion du trafic qui est organisée, encadrée, presque administrée, nous subissons et donc il serait anormal que parce que nous subissons une réduction de notre trafic, on ne puisse pas continuer à bénéficier de cette aide précieuse. S'agissant des questions des sénatrices Arti Galas et Nassima Dindar, que je salue tout particulièrement parce que c'est ma sénatrice, de même que le sénateur Denmont que j'ai cru voir, tout revient en fait à cette question de visibilité dont je parlais en début d'intervention. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de fret, qu'il s'agisse de trafic de passagers, de développement du tourisme, tout est lié à cette problématique de quatorzaine qui aujourd'hui est un véritable frein au voyage. Je ne m'arrête pas qu'à la quatorzaine. Aujourd'hui, s'agissant de la Réunion, le nombre de vols a été réduit. Il est de 3 vols par semaine, alors que le nombre de vols en temps normal est de plus de 30, divisé par 10. Dans ces 3 vols, le nombre de passagers à destination de la Réunion est limité, et pour des raisons qu'on peut comprendre. Et en plus, les gens qui voyagent sont tenus de faire cette quatorzaine à l'arrivée, ce qui, pour les touristes affinitaires, pour les touristes d'agrément et pour les touristes d'affaires, est un véritable frein au voyage. Alors, en soi, ce n'est pas une critique que je formule parce que ça a fait ses preuves et ça a permis de protéger le territoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité quant au terme de cette quatorzaine et à la solution que proposerait l'État pour pouvoir s'y substituer. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous pose problème pour nous organiser. Le Premier ministre a dit dans sa dernière allocution que les Français devaient voyager et faire du tourisme en France et en Outre-mer. On suppose qu'en juillet et en août prochain, ça sera possible parce que, souhaitons-le, toute la France sera verte, les restaurants seront ouverts et les hôtels vont fonctionner. Quid de l'Outre-mer? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire si en juillet prochain, la quatorzaine n'existera plus? Or, pour voyager en juillet prochain, le voyageur achète son billet maintenant. Et c'est précisément ça qu'il est important de régler. Je terminerai là-dessus pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure Alain Battisti, qui précisait que le ministre envisageait l'ouverture des liaisons avec les grands axes internationaux le 15 juin prochain.
on s'en félicite parce que ça donne une perspective. Le 15 juin prochain, on peut supposer que les liaisons entre la France et les États-Unis seront réouvertes avec des protocoles de part et d'autre, probablement de la prise de température, des ports de masques et quelques formulaires à remplir, mais probablement pas la distanciation à bord, probablement pas une quatorzaine à l'arrivée, et c'est ce qui permettra de relancer le trafic. Et là, je vous parle de deux destinations. La France, où 0,25% de la population est réputée atteinte du Covid, et les États-Unis, où 0,46% de la population est réputée atteinte du Covid. Entre la France métropolitaine et la Réunion, où respectivement on a 0,25% de la population atteinte du Covid et 0,04% de la population atteinte du Covid, eh bien, probablement le 15 juin, il y aura encore une quatorzaine. Et ce dispositif est un véritable frein sur lequel nous souhaitons qu'il y ait une vraie réflexion qui soit menée de façon à avoir un objectif. On ne demande pas à ce que ça soit réglé maintenant, mais il est important qu'on puisse nous dire à quel moment autre chose sera trouvée. Il y a des propositions qui ont été faites. On parle de tests au départ, de couloirs sanitaires. Alors, nous ne sommes pas des scientifiques. Donc, on peut nous objecter que les tests sérologiques, les tests virologiques ne sont pas fiables à 100%. Mais je pense que plutôt que de se cantonner dans cette posture d'attente, il est important de trouver un cap et puis de chercher la solution qui permettrait de substituer à la quatorzaine quelque chose de plus fluide et respectueux de la santé des territoires.